Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous revoir aujourd'hui, ce soir, dans 60 minutes pour comprendre sur Média TV, comme tous les soirs. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous sommes en direct, c'est le numéro 28 de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le vendredi 9 octobre. Comme tous les soirs, vous le savez, nous essayons de vous donner des grilles de lecture, de décrypter pour vous l'actualité nationale et internationale en compagnie d'observateurs nationaux et internationaux. Réagissez sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV, le hashtag 60MPC sur le compte Twitter de l'émission. Vos réactions nous serviront à alimenter notre discussion tout au long de l'émission. Les observateurs qui ont accepté d'être avec nous ce soir, Khalid Nasseri, bonsoir, vous êtes professeur de droit constitutionnel, merci d'avoir accepté notre invitation. Hassan Alaoui, vous êtes directeur de publication de la revue Maroc Diplomatique. Abdullah Tourabi, directeur de publication de la revue hebdomadaire Telle Quelle. Et Khalid Tretri, rédacteur en chef du site d'information Média24. Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui était le coup d'envoi de la rentrée politique. Sa Majesté le roi Mohamed VI a prononcé, comme chaque année, à cette occasion, son discours devant le Parlement, un discours qui tire un premier bilan des élections qui viennent de se tenir, qui en appelle à la responsabilité du gouvernement et des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Quelles sont les grandes lignes du discours royal et les grands chantiers qui attendent les députés en cette dernière année de cette législature? Rentrée parlementaire, mise au point et rappel à l'ordre, c'est le titre de l'émission de ce soir. La première session parlementaire, une occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée et aborder les grandes orientations de la nouvelle rentrée. La vie politique ne devrait pas reposer sur les personnes, mais plutôt sur les institutions. Ce sont les mots du roi Mohamed VI prononcés aujourd'hui au Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session parlementaire 2015-2016. Pour le souverain, les partis politiques ont la charge de représenter les citoyens et d'honorer leurs promesses envers les électeurs. Il n'est pas question d'adopter les lois et de les publier au bulletin officiel, mais plutôt de les mettre en œuvre et d'installer les institutions. Pour ce qui est du dernier rendez-vous électoral, le souverain rejette les accusations infondées portées contre les autorités chargées de l'organisation des élections. Ceux qui s'estiment lésés pourront bien saisir la justice. Le gouvernement et le Parlement ont du pain sur la planche. Des projets de textes sensibles leur sont soumis selon le roi Mohamed VI. Caractère officiel de la langue amazigh, le Conseil national des langues et de la culture marocaine, l'exercice du droit de grève et le Conseil de régence. Le roi Mohamed VI a salué la participation massive des habitants des provinces du Sud aux dernières élections communales et régionales. Une preuve démocratique supplémentaire de l'attachement des populations du Sahara à l'intégrité territoriale et au système politique de leur pays, a déclaré le souverain. Bien, messieurs, ce que je vous propose, c'est que nous avons 60 minutes, dans un premier temps, d'aller à travers le discours de Sa Majesté le Roi pour en tirer finalement les principales orientations qui ont été données à l'occasion de ce discours. Nous avons appelé cette émission Mise au point et rappel à l'ordre à l'occasion de cette rentrée parlementaire. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un tweet qu'on a reçu avant le début de l'émission. À la rentrée politique, Sa Majesté a mis les points sur les i dans son discours d'ouverture. Maintenant, la balle est dans le camp des partis politiques. Nous souhaitons qu'ils auront le courage de relever le défi. Je vous mets un peu le décor en filigrane sur quel discours et sur quel vocabulaire on est en train d'analyser ce discours-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, on va dire, globale, Khalid Nasseri? Oui, sans la moindre hésitation. Je crois qu'effectivement, c'est un discours qui a une portée qui est loin d'être protocolaire. Même si la Constitution veut que Sa Majesté le Roi préside la rentrée parlementaire le deuxième vendredi d'octobre, le discours avait une portée, était porté par un souffle pédagogique extrêmement visible, parce qu'il fallait faire des rappels à l'ordre. Je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Et cela s'est fait avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision, avec des détails pertinents, mais sans se perdre dans des fioritures du discours politique. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'il y a deux chapitres essentiels dans ce discours. Un premier chapitre qui est celui de la consolidation de la construction de l'état de droit et de la démocratie, avec un certain nombre de sous-chapitres. Et le deuxième concerne les perspectives d'avenir en dressant la carte qui doit guider
les élus de la nation, qu'ils soient à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers, pour accomplir son travail comme il convient. Et je pense qu'il est temps de dire que la mise en œuvre d'une constitution novatrice comme la constitution de 2011 requiert du personnel politique un peu plus d'élévation d'esprit. Sa Majesté le Roi a été très clair. Alors on reviendra là-dessus justement sur un discours très centré sur les responsabilités des élus envers les citoyens. On verra dans quelle mesure cette responsabilité a été éprouvée et dans quelle mesure elle devra être éprouvée à l'avenir. Hassan Alaoui, votre vision globale de ce discours royal? Moi, personnellement, je vois une chose, c'est que le discours royal, c'est bon. Il s'inscrit bien sûr dans les textes, je veux dire, du rituel, tout ce qu'on entend par là. Mais depuis quelques années, il y a un ton royal qui est inédit, qui est nouveau. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours un discours fondateur. C'est-à-dire que Sa Majesté, il dresse le constat, n'est-ce pas? Il met le doigt sur les plaies avec un langage, une pédagogie, comme dit Sidi Khalid, un didactisme qui est absolument extraordinaire. Mais il émet des orientations toujours parce que c'est une feuille de route qui est nécessaire. On dirait que c'est un cadrage que le souverain souhaite donc tracer pour les hommes politiques, pour les partis en l'occurrence. Et on le verra tout à l'heure, c'est que il y a évidemment, il y a beaucoup de griefs aussi, n'est-ce pas? Et puis il y a une mise en alerte, comme vous dites. C'est à peu près, c'est des clins d'œil parfois, mais c'est à d'autres moments, c'est carrément un langage direct où il interpelle les gens, les partis, où il interpelle, on le verra encore, il interpelle, les élus directement. Et donc, c'est un discours c'est un kaléidoscope extraordinaire où on perçoit la volonté royale, justement, d'être un petit peu le gardien des choses, le gardien des valeurs, le gardien des lois, des institutions et tout. Et moi, je souligne cette dimension didactique du discours. Khalid Tabri. Je ne crois pas à la version de la mise au point, sincèrement. Ce que je vois, c'est que chaque année, le roi ouvre le Parlement en donnant un discours d'orientation. Comme s'il disait aux élus, voilà le cap qu'on va prendre cette année, parce qu'il y a urgence, soit sociale, soit politique, soit institutionnelle. Étant donné les délais fixés par la Constitution pour mettre en place toutes les lois organiques, cette année-là sera très exceptionnelle parce qu'il y aura un nombre très important de lois organiques qui doivent être adoptées dans un délai assez court. Donc ce qui justifie encore une fois le rappel dans le discours royal de certaines lois organiques qui doivent être adoptées d'ici juin ou d'ici la fin de la deuxième session du Parlement. C'est un point. L'autre point que j'estime très important, c'est qu'il a appelé au fait d'éviter les conflits politiques. Je crois que dans certaines lois organiques, il n'y aura pas de conflit politique. Lorsqu'on parle de conseil de régence, je ne vois pas comment les partis politiques vont s'opposer à sa composition ou autre chose. Par contre, lorsqu'il s'agit de droit de la grève, là, ça va créer, disons, des frictions, des positions, et ça risque de prendre du temps. Du temps pour adopter la loi, trouver la structure consensuelle, parce que c'est comme ça que ça marche au Maroc. Il faut trouver d'abord une configuration consensuelle et l'adopter plus tard. Mais pour le reste, je crois que le roi, il est dans son rôle, comme l'a dit Sidi Hassan. Il énumère un petit peu les priorités à introduire au Parlement et à adopter dans un délai déterminé. Et si on regarde un petit peu les discours des années précédentes, ils sont pratiquement dans la même structure, à une exception près. Ce discours vient juste après l'élection communale, donc il fallait qu'il ferme la porte des contestations, etc. Je rejoins tout à fait ce que disait Khalid Tabri. C'est que je ne pense pas beaucoup plus à cette lecture de rappel à l'ordre ou qu'il y ait un côté mise au point. Il y a beaucoup plus un récapitulatif d'une séquence politique qui vient de se terminer, celle des élections. C'est un constat de ce qui reste à faire. Parce que nous savons très bien qu'il y a énormément de lois qui sont très très importantes, qui doivent être promulguées, et dans un laps de temps qui est assez réduit. C'est-à-dire, sur le mandat de 5 ans, il reste encore, pendant 1 an, il reste des lois très très importantes. La loi organique sur la langue amazigh, la loi sur le droit de la grève. Il y a des lois qui ne poseront pas de problème, bien sûr. Au niveau de la discussion, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Par exemple, sur la Chambre, sur la Cour constitutionnelle ou sur le Conseil de régence, ça ne va pas poser de problème. Mais par contre, il faut faire vite, et c'est ce que rappelle le roi dans son discours, c'est qu'il faut faire vite, surtout pour ces questions-là. Quand je dis aussi c'est un récapitulatif, il y a un point aussi important qui m'attire mon attention dans le discours, c'est quand le roi parle aussi de la maturité au niveau
de la mentalité et au niveau des gens, des citoyens marocains quand ils votent. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça nous renvoie aux élections, les 2 dernières élections. On commence un petit peu à une certaine rupture, pas totale, évidemment, avec certaines pratiques, c'est-à-dire le poids de l'argent, le poids de notables, et on voit que les gens, les électeurs marocains, commencent à voter d'une manière un peu démocratique pour des partis politiques qui ont une identité qui est assez forte, qui ont un programme plus ou moins clair. Donc c'est quelque chose qui a été relevé aussi, indirectement bien sûr, par le roi dans son discours. Il y avait aussi une précision dans le discours royal, c'est toutes les plaintes qui se sont juste après les élections pour dire que les élections étaient entachées d'irrégularités, etc., des gens qui mettaient en cause, qui étaient des mauvais perdants dans ces élections. Et donc il y avait une précision, le roi est clair dans son discours, il dit il y a la voie judiciaire, il y a la justice pour se plaindre, et c'est à la justice de trancher. Alors, bon, on a 2 écoles de pensée, de rappel à l'ordre. Ok, vous êtes plus nuancé dans la manière d'analyser ce discours. Mais à la fin du discours, je cite, une question reste posée. Pourquoi les lois d'un nombre d'institutions n'ont pas été mises à jour alors que 4 années se sont écoulées depuis l'adoption de la Constitution? Qu'attendons-nous pour mettre en place les nouvelles institutions créées par la Constitution? C'est clair. C'est une interpellation directe, je crois. C'est pas un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'autre langage, je crois. Je voudrais dire que lorsque je parle de rappel à l'ordre, je ne crois pas être le seul, c'est lorsque Sa Majesté parle, en parlant des institutions, en disant la pérennité, c'est les institutions, c'est pas les hommes. C'est un rappel à l'ordre, parce que certains peuvent avoir la tentation de croire qu'ils peuvent remplacer les institutions. En démocratie, la place est aux institutions. Et Sa Majesté avait parfaitement raison de dire les hommes passent, mais les institutions demeurent. Lorsqu'il conteste les accusations infondées contre les autorités, je souligne, Sa Majesté n'a pas contesté le fait qu'on puisse s'en prendre à ceux qui ont manipulé les opérations électorales. Ce n'est pas les autorités qui les ont manipulées. Certains sont allés un peu vite en besogne et ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas les autorités qui sont dans le collimateur des contestataires. Et Sa Majesté a parlé de ceux qui contestaient, qui ont adressé des accusations non fondées sur les autorités. Lorsqu'il parle lorsqu'il signale que le discours politique n'a pas toujours été au niveau requis, est-ce que si ce n'est pas une critique, alors je ne comprends rien. Le Parlement doit refléter les préoccupations des citoyens. C'est dit avec beaucoup de pondération, beaucoup de sérénité, mais c'est également une façon de dire qu'actuellement, le Parlement ne reflète pas toujours, comme il convient, les préoccupations des citoyens. Je pense qu'il n'y a aucun mal à observer que le chef de l'État, le roi du Maroc, adresse des remontrances qui se passent dans la sérénité. C'est son rôle d'arbitre suprême et de chef de l'État. Maintenant, s'agissant des perspectives, s'agissant des lois organiques, sur une vingtaine de lois organiques prévues par la Constitution, il y a une quinzaine qui ont été soit adoptées, soit en cours d'adoption. Maintenant, Sa Majesté a raison de signaler qu'un certain nombre de lois organiques ont été laissées pour la dernière année de la législature. Je pense que le gouvernement doit présenter ça le plus rapidement possible, et surtout après le rappel à l'ordre de Sa Majesté qui dit il n'y a plus de temps à perdre, allez-y sur la loi organique concernant l'application de la Mazir. Nous verrons lesquelles, justement, pour bien expliquer quel type de loi organique et à quoi elles vont servir. Les traités, vous voulez réagir à ce qu'a dit Sénat? Je ne crois toujours pas à la version de... D'accord, on a bien compris. Faut être clair. Mais Sénat a dit une chose très importante, parce qu'il faut connaître un petit peu le système constitutionnel marocain. Le roi, il est dans son rôle d'arbitre. Et donc, automatiquement, via une symbolique politique qui se décline dans son discours, il se met à l'écart du processus de fabrication de la loi ou processus d'élaboration de la loi. Nous savons tous que le palais est une partie prenante dans le processus d'élaboration des lois. Et il y a souvent un va-et-vient entre le Parlement et entre le gouvernement plutôt et le palais avant que les lois ne viennent jusqu'au Parlement. Et parfois, ce va-et-vient prend du temps. Et je peux citer pas mal d'exemples à ce sujet. Et je tiens à préciser ou citer le cas du pouvoir judiciaire. Le dossier a été ouvert il y a pas mal de temps. Apparemment, le texte, il est prêt, mais il a pris du temps dans sa négociation pour qu'il aboutisse jusqu'à son adoption. C'est pas la faute au Parlement parce qu'on n'a pas encore été au Parlement. C'est pas la faute à Sa Majesté. J'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit que c'est la faute à Sa Majesté? Attention. Attention. Ni au palais, disons le Je connais la loi assez bien pour ne pas dire que c'est la faute à Sa Majesté.
On est clair. Oui, parce que Très le bien, texte on est a été clair. proposé par Sa Majesté Mais le roi, en juin 2012. le roi est dans son rôle d'arbitre. Et automatiquement, il y a une symbolique qui le met au sommet de l'État et le met à l'abri de toute élaboration. Et il faut comprendre ce système constitutionnel pour comprendre le sens de son discours. C'est comme ça que je le comprends. Abdallah Sourani. En plus de ce que vient de dire Khalid sur ce va-et-vient entre le palais et le gouvernement, aussi c'est un processus qui est très long et très complexe de la fabrication de la loi. C'est un passage... La fabrication de la loi, c'est-à-dire enfin le processus est très long, c'est-à-dire enfin à chaque fois ça peut aller au Parlement, revenir par exemple juste le secrétaire général du gouvernement, celui qui est chargé de peaufiner de la loi, de l'améliorer, de donner une nouvelle version, de revenir au point de départ, c'est-à-dire au ministère qui a élaboré la loi, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas oublier aussi, pourquoi ce retard, c'est que les 4 années ont été aussi interrompues par plusieurs événements politiques. Il y a d'abord le retrait de l'Esserlal du gouvernement et la composition d'un nouveau gouvernement. Il y a ce point-là, c'est-à-dire changement d'alliance à l'intérieur du gouvernement. Ça a aussi influencé. C'est là où Sa Majesté insiste aussi sur la continuité, la continuité des institutions. Est-ce que là aussi c'était un point extrêmement important ? Deuxième point, c'est que cette année aussi était une année électorale. C'est-à-dire que les partis et les gens qui étaient au gouvernement avaient beaucoup plus la tête et l'esprit à gagner des élections, à assurer leur siège, plutôt qu'à préparer des lois. Donc, on va s'orienter vers une année qui sera très très chargée. Le discours, il y a quelque chose qui est important, et là, il est revenu sur ça, mais qui est un point constitutionnel, c'est que toutes ces lois doivent être adoptées cette année. C'est-à-dire même la possibilité de prolonger le mandat est exclue. Donc, tout doit être fait pendant cette année. La célérité en termes législatifs, est-ce que c'est une bonne donnée ? Oui, non, il n'y a pas de temps à perdre lorsqu'il faut produire de la législation. Si on a la possibilité de le faire vite, pourquoi prendre du temps inutilement? Maintenant, parce que des lois, une loi nécessite des concertations, ça va l'a bien insisté raison de le signaler qu'il y a un va-et-vient, ne serait-ce que lorsque les projets de loi sont soumis à adoption en Conseil des ministres, qui lui est présidé par Sa Majesté le Roi, ça veut dire que Sa Majesté le Roi est partie prenante. Là, nous sommes d'accord. Il est chef de l'État, il ne se contente pas d'inaugurer les chrysanthèmes. Bien. Maintenant, l'article 86 de la Constitution, on a souvent tendance à le lire un peu rapidement. Il ne dit pas que les lois organiques doivent être adoptées avant la fin de la législature, doivent être soumises. Alors, soumises ne veut pas dire voter, parce que supposons que les parlementaires veulent prendre le temps nécessaire, et c'est tout à fait légitime, c'est leur droit. Ils ont besoin d'approfondir l'analyse du sujet et par conséquent dire que d'ici la fin de la législature, nous n'aurons pas le temps d'avoir fini. Maintenant, il s'agit précisément des projets de loi organique les plus complexes. Projet de loi organique sur la Masir, c'est pas simple. Il faut engager un débat pour la recherche du consensus. Parce que l'adoption de la Masir comme langue officielle dans la Constitution n'est pas tombée du ciel. C'est la conséquence. Alors, arrêtons-nous là-dessus. Par exemple, on va sur les différentes lois organiques. Qu'est-ce que ça implique? Il y a aussi des concertations avec un ensemble d'instances, avec la société civile. Et ça demande énormément de temps. Ça demande beaucoup de temps. Il ne faut pas être naïf. C'est dit dans le discours et c'est clair. Le roi dit des lois vous seront soumises. D'accord? Ça veut dire que pour cette année-là, parce que c'est la dernière année, toutes les lois dont parle le roi sont prêtes sur le plan en tant que projet. Je crois savoir qu'elles sont, si elles ne sont pas prêtes, elles sont à la veille d'être prêtes. Voilà, sur le point de la rédaction. C'est des lois la concertation a commencé juste après l'adoption de la Constitution et les élections en 2011 et la mise en place du gouvernement en 2012. On a déjà ouvert tous ces chantiers-là. Et les tractations ont déjà commencé. On ne va pas discuter de la majorité en 3 mois de législation parlementaire, c'est inconcevable. Donc ce sont des lois qui existent, des projets plutôt de lois qui existent, et ils seront soumis au Parlement, il le dit clairement dans le texte, ils seront soumis. Tout ce qu'ils demandent, c'est que ça ne traîne pas au moment du vote. Mais absolument, nous sommes d'accord. On peut envisager, il existe quand même des procédures de session supplémentaire extraordinaire rapide, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse finalement débattre de ces lois organiques et finir cette année. Parce que quand on regarde le discours royal, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une volonté d'aller vite. Parce qu'il y a des échéances importantes, notamment internationales, l'année prochaine, cette année même, qui font qu'on doit absolument être... Et le mot consensus est revenu souvent dans son discours. Que toutes les parties, je veux dire, gouvernement, parlement, partis politiques et même société civile, doivent absolument tendre à ce consensus parce que on a des choses qui arrivent
dans des affaires comme le Sahara et tout. Moi, je veux abonder dans ce sens et signaler que j'avais souligné personnellement il y a longtemps la nécessité de faire en sorte que les lois organiques prévues par la Constitution de 2011 soient toutes empreintes du sceau du consensus. Pourquoi? Parce qu'une loi organique, ce n'est que la mise en œuvre de la Constitution, une mise en œuvre opérationnelle sur le terrain, concrète. Or, la Constitution, elle, a été construite dans le consensus. C'est parce que c'est une Constitution consensuelle et de consensus avancé qu'elle a été votée avec le taux extraordinairement significatif avec lequel les votants du oui s'étaient exprimés. Maintenant, il y a deux lois organiques qui doivent nécessairement faire l'objet d'un statut différencié. C'est la loi organique sur le Conseil de Régence, vous avez raison. Ça, je ne conçois pas que le gouvernement va s'enfermer dans sa tour d'ivoire et décider du fonctionnement et de la composition et des prérogatives d'une loi organique concernant le Conseil de Régence. Ça, c'est évident. Idem pour la loi organique concernant le droit de grève. Ce droit de grève figure dans la Constitution marocaine depuis 1962. Aucun gouvernement n'avait eu le courage. C'est un vieux dossier. C'est un très vieux dossier. On le rappelle, le droit de grève. Il est constitutionnel, mais il n'est absolument pas encadré de manière juridique. Il ne peut être géré que dans le consensus également. Et Sa Majesté avait parfaitement raison de le souligner avec beaucoup de solennité dans son discours d'aujourd'hui. Mais je pense que sur cette question-là, enfin, elles seront gérées dans le consensus, par exemple. Prenons le cas de la loi organique sur la langue amazigh. Je pense que la question a été tranchée déjà en 2011 avec la Constitution. C'est-à-dire la Constitution qui a établi que la langue amazigh soit une langue officielle et non pas une langue nationale. À partir de ce moment-là, oui, c'est-à-dire que ça a tranché sur cette question. Il ne faut pas oublier que il n'y a plus lieu à débattre, c'est du technique là. C'est pratiquement du technico-politique. Au moment où on a les partis politiques, quand ils ont présenté leur projet de la réforme constitutionnelle, la Constitution est allée au-delà de beaucoup de propositions, c'est-à-dire officialiser, considérer la langue amazigh comme une langue officielle. Donc sur cette question-là, même les partis avec un fond identitaire qui assère, qu'on estimés hostiles à la question amazigh, ont changé de logiciel, ont changé de discours. Par exemple, on présentait le parti de l'Istiqlal comme un parti complètement hostile, parfois à tort, à la langue amazigh, à la culture amazigh, et il a changé complètement de discours. On a vu les dernières déclarations de Chabat sur cette question-là. Le PGD aussi, le PGD même, enfin sur un plan sociologique interne, le PGD, c'est un parti à composante essentiellement berbère et amazigh. Donc il y a sur cette question-là, il y a une sorte d'unanimité, un consensus. Sur la question du droit de grève, c'est un peu plus différent, parce que ça implique d'autres enjeux, ça implique d'autres acteurs, notamment les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les syndicats, etc. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors, spécifiquement sur le droit de grève, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir la possibilité sur un sujet aussi épineux où la CGEM a fait ses propositions, le patronat, les syndicats, c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Est-ce qu'on aura d'ici l'échéance, la possibilité d'avoir un droit de grève enfin encadré, ce qui n'a jamais été le cas au Maroc? Je ne conçois pas autre chose. Sur ces questions-là aussi, enfin je pense, pardon. Il y a un texte déjà existant, un texte consensuel, il y a un texte déjà existant, mais il n'a pas été mis dans le circuit d'adoption. Mais il existe déjà, on en parle dans la CGM depuis 2 ans, 3 ans. Donc c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel. Lorsqu'on parle de droit de grève, si Nasseri peut me corriger, on a parlé du droit de travail depuis 20 ans, 25 ans. Ce n'est que sous le gouvernement de Juto qu'on a adopté la loi. Et dans la loi adoptée à l'ère Juto, il y avait le droit de la grève. On parlait du droit de la grève. Et depuis ce temps-là, on négocie une petite loi sur la grève. Donc c'est un sujet que tout le monde connaît. Toutes les ramifications, les contestations, les critiques, tout le monde les connaît déjà. Et le texte, je crois qu'il est, si ce n'est, je suis sûr, je ne veux pas être prétentieux, il est déjà là. Maintenant, il faut juste qu'il intègre le circuit d'adoption. Je vais juste ajouter quelque chose. Les retards. Rappelons une chose. Le roi, à chaque ouverture du Parlement, il rappelle ses priorités. L'année dernière, est-ce qu'il a cité la majorité dans ses priorités? Est-ce qu'il a cité le Conseil de Régence dans ses priorités? Non, il ne l'a pas fait. Il a parlé de la mise en place des institutions. Mais l'année dernière, c'était les lois organiques régissant les élections communales. La régionalisation avancée. Donc, le loi établit ses priorités et c'est au gouvernement de suivre avec le rythme qu'il faut pour arriver à des lois. Et on a passé toute l'année dernière à négocier les lois sur la régionalisation et les lois électorales parce qu'ils sont lourds à négocier et sont lourds à trouver
de sortir un texte consensuel. Ouais, et sur la question du droit de grève aussi, je ne pense pas que ça va poser énormément de problèmes, parce que le Maroc a changé et beaucoup de choses ont changé. On n'est plus dans la configuration des années 70 et début des années 80, où le déclenchement d'une grève générale aboutissait sur, sur des manifestations, sur la répression sanglante, comme ça s'est passé en 81 au Maroc, quand il y avait une grève générale, et ça finit dans le sang. Donc on a dépassé ça. Aujourd'hui, il est tout à fait anodin de voir des gens faire grève, il est tout à fait anodin de voir les patronats qui acceptent plus ou moins bon gré mal gré le droit de grève, mais donc il y a une commencement de pacification par rapport à cette question du droit de grève. Donc je ne pense pas que ça va poser problème, sauf que ça intervient aussi avec un autre dossier qui se prépare, c'est celui de la réforme du régime de retraite. Et donc j'ai bien peur qu'on entre justement dans ce côté-là, de contrepartie, c'est-à-dire je vais céder sur ce point-là, mais sur l'autre point, je ne vais pas donner... Un fonctionnement politique normal. Exactement. D'un pays démocratique. Non mais tout à fait. Sachant que le gouvernement a donné un signal. Maintenant, vous faites grève sans autorisation, on vous coupe le salaire. De toute façon, moi, je me Non, rappelle... non, c'est pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, parce que pour l'instant, c'est déjà un encore une signe. fois, c'est pas C'est déjà un encadré. signe. Hassan Alaoui. Je vais répondre rapidement sur cette histoire d'adoption. C'est que Sa Majesté a dit quand même que quand bien même ces lois organiques seraient adoptées, il ne s'agit pas simplement de les adopter. Il faut les mettre en évidence et, et en œuvre, en place. Et c'est ça le hic. Donc j'imagine que dans quelques mois, puisque maintenant on est sous le coup de la pression, quand elles seront adoptées, toutes ces lois, et donc le champ serait, balisé, quelle serait vraiment la politique, quel serait le visage politique du Maroc inédit? C'est ça. Parce que c'est la question qu'il faut poser aujourd'hui. Le discours est une chose, mais ce qui va après le post-discours, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le gouvernement va prendre, finalement, va prendre la mesure de ces déclarations royales? Est-ce qu'il va se mettre au travail, alors que il y a quand même pratiquement une crise politique, aujourd'hui qui est claire, on sait pourquoi, après l'élection de la deuxième chambre, on est en train de ressortir un petit peu les armes entre partis politiques et tout. C'est là-dessus. Est-ce que ces gens vont prendre la mesure de ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Réponse. C'est pas une réponse très précise. Moi, je crois que comme on dit en français, le coup de botte concernant les accusations portées sur les élections s'adresse beaucoup plus, à mon avis, et je peux me tromper, à l'USFP parce qu'il a fait une conférence de presse que pour ça. Vous savez, après chaque élection, et Nasseri peut toujours me corriger parce qu'il a beaucoup d'expérience là-dessus. Après chaque élection, non mais dans le domaine politique, vous avez fait partie du PPS pendant des années, vous avez assisté à beaucoup plus d'élections que moi, et après chaque élection, il y a eu des critiques. À chaque fois, mais là, c'était au moment où pratiquement tout le monde était d'accord sur un processus plus ou moins clean, sur un engagement plus ou moins réussi du pays, parce que ces élections sont mieux que ceux d'il y a 9 ans. C'est certain. Voilà. Et puis, il y a un parti politique respectable, ou qui était respecté, moi je tiens à dire qu'il est respectable, qui sort comme ça, que pour casser les élections. Je crois que cette phrase le concerne davantage que quelques accusations éparses ou vous pensez que c'est ciblé? Parce que là, je pense que Sa Majesté s'adressait à ceux qui laissaient entendre que les pouvoirs publics étaient partie prenante aux manipulations. Non, mais disons, le ministère de l'Intérieur, carrément. C'est le ministère de l'Intérieur. Voilà, absolument. Mais cela n'empêche que ceux qui pouvaient contester l'utilisation massive de l'argent ont continué à le faire et doivent continuer à le faire parce que la moralisation de la vie publique et la moralisation du processus électoral, c'est le prix à payer pour la crédibilisation de nos institutions et de leur fonctionnement normal. Et là, il était important que Sa Majesté soit extrêmement clair. Ce n'était pas une phrase qui se prête à des interprétations ambivalentes. Son sens est clair et net. Alors, on va faire une petite pause. On reviendra sur les chantiers législatifs à venir et sur le fonctionnement des institutions, parce que ça mange pas de pain de revenir un peu sur le fonctionnement législatif. On se retrouve après une petite pause.
De retour dans 60 minutes pour comprendre. Si Nassali, on était en pause, oui, ça continue. Ça continue, bien sûr, même quand on est hors antenne. Si vous venez nous rejoindre, 60 minutes pour comprendre, nous sommes allés à travers le discours de Sa Majesté à l'occasion de cette rentrée parlementaire. On a bien compris de quelles, les différentes divergences dans l'analyse globale. Des petites sensibilités. Oui, très bien, ça nous permet de mieux comprendre. Et on va essayer de mieux comprendre aussi le fonctionnement des institutions, parce que c'est important pour qu'on puisse finalement comprendre les tenants et les aboutissants et la tenue des échéances à venir. On regarde un petit sujet de Manal El-Khdari et on en parle juste après. Une rentrée parlementaire à caractère particulier. Élection des membres de la Chambre des conseillers, course à la présidence de la deuxième chambre et résultats des communales et régionales. Ces considérations vont peser lourd sur la rentrée législative 2015-2016, une rentrée cruciale pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 86 de la loi fondamentale relatif aux lois organiques. Les deux chambres du Parlement devraient adopter plusieurs projets de loi, le droit de grève, la majorité, le Conseil supérieur de l'autorité judiciaire et le Conseil national des langues. Le gouvernement compte accélérer ses performances sur plusieurs niveaux en tête du programme, la réforme du régime de retraite et de la caisse de compensation. Les forces politiques, majorité et opposition, veulent assurer une action législative convaincante. Objectif, consolider leur position pour les prochaines échéances législatives. L'opposition critique déjà la lenteur de la majorité dans l'élaboration des lois organiques relatives aux nouvelles dispositions de la Constitution de 2011, mais aussi au traitement des questions urgentes à caractère économique et social. Bien, messieurs, donc on a bien vu ce qui attend les députés dans les prochaines échéances. Mais j'aimerais, avant qu'on revienne un peu sur le fonctionnement de l'institution, à partir du moment où qu'on comprenne bien le circuit législatif, qu'est-ce qui se passe entre le moment où un projet de loi est déposé et le moment où il est promulgué? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses. Bah ouais, il faut qu'on comprenne. Le projet de loi, alors il faut distinguer entre le projet de loi et la proposition de loi. Le projet de loi émane du gouvernement. Proposition de loi, elle émane directement des parlementaires, à la Chambre des représentants, à la Chambre des conseillers. Le cas le plus intéressant, le plus significatif, le plus dense en termes quantitatifs, c'est précisément les projets de loi présentés par le gouvernement. Alors c'est préparé par le cabinet ministériel, c'est préparé par les services rapprochés du ministre, et une fois que le projet est prêt, il est soumis au Conseil de gouvernement pour être discuté par les membres du gouvernement. Puis après, c'est l'étape du Conseil des ministres. Dès lors, il débarque à la Chambre des représentants ou à la Chambre des conseillers. À la Chambre des représentants pour toutes les lois, c'est le régime général. Pour la Chambre des conseillers, c'est lorsqu'il s'agit de projets de loi dont la finalité concerne les assemblées territoriales ou les représentations salariales. Dans ce cas-là, la première chambre qui doit être saisie du projet est la Chambre des conseillers. Régime spécial pour la loi de finances, elle est obligatoirement soumise en premier lieu à la Chambre des représentants. Pour qu'une loi puisse être considérée comme votée, elle doit nécessairement avoir été adoptée dans les mêmes termes par les deux chambres. Idem pour les propositions de loi. Si une proposition de loi est soumise à la Chambre des représentants, elle doit suivre le parcours législatif au niveau de la Chambre des conseillers également. Bon, alors processus. Pour faire simple. Oui. Non, on a eu l'exhaustif et avec Khalid Tredestri, on va avoir le résumé. Alors quand un projet de loi émane du gouvernement au Parlement, il est d'abord travaillé parce que l'essentiel est fait en commission dans le Parlement. C'est pas le vote, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est dans les commissions. C'est des commissions spécialisées, soit finances, soit sociales, soit intérieures, soit affaires étrangères, etc. Donc la loi tombe chez le Conseil, la commission spécialisée. D'accord? Il y en a 6. C'est là où se font. Il y en a 6 des commissions. 6, oui. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire maintenant. Donc elle va chez sa commission. Et c'est là où se fait l'essentiel du travail. Discussion de la loi, les rajouts, les amendements, etc. Et lorsqu'on est d'accord sur une configuration, on présente la loi au vote au Parlement en plénière.
C'est ce que nous voyons à la télévision. Les gens qui votent, la loi passe, passe pas. Après le vote au Parlement, à la Chambre des représentants, il part à la Chambre des conseillers. Mais malgré ce va-et-vient, le dernier mot revient toujours à la Chambre des représentants. Sauf... C'est pas nécessairement plus simple que ce que j'ai présenté. C'est juste plus court. plus court. Et Là, ceci dit, vous n'avez dit que des choses justes. Mais il y a autre chose, c'est que cette loi doit arriver au palais pour qu'elle soit promulguée par derrière. Si le roi n'est pas d'accord sur cette loi, il demande une deuxième lecture et c'est écrit dans la Constitution. Ça veut dire quoi? Même votée par le Parlement, il peut la renvoyer au Parlement et qu'elle y reste encore une fois, va-et-vient, jusqu'à ce qu'il puisse aboutir à une configuration acceptable pour une partie très importante dans les institutions marocaines, qui est le palais. Voilà. Cela n'est concevable, vous avez raison de signaler ce cas de seconde lecture, cela n'est concevable qu'au cas où il y a une espèce de conflit de perception du contenu de la loi entre l'institution monarchique et l'institution parlementaire. Cela ne s'est jamais produit, voilà. C'est pas rare, ça ne s'est jamais produit. Mais enfin, un bon juriste prévoit toujours les cas les plus extrêmes. Alors, bien entendu. Vous l'avez dit tout à l'heure que le discours de Sa Majesté avait été très didactique en certains points. Et oui. Je voulais juste analyser ça. Oui. Il a rappelé le rôle de la Chambre des conseillers. Oui. Juste la lecture de pourquoi il l'a rappelé. La Constitution, je cite le discours de Sa Majesté, la Constitution a donné à la Chambre des conseillers une place particulière dans l'édifice institutionnel national, dans un esprit de complémentarité et d'équilibre avec la Chambre des représentants. La Chambre des conseillers se distingue par une composition variée, aux spécialités multiples, d'autant qu'elle rassemble en son sein un groupe de compétences et d'expertise locale, professionnelle, économique et sociale. Oui. Le fait de rappeler la composition et l'essence même de la Chambre des conseillers. Moi, je crois que ça a été rappelé, à bon escient cette année, parce que c'est une conjoncture qui est particulière cette année. La Chambre la deuxième Chambre, vous savez qu'elle devait être refaite, si je me trompe, depuis 2009. N'est-ce pas? On a toujours reporté. Et ça a été d'ailleurs, ces 5 ou 6 dernières années, tu me démentiras, mon cher Khalid, ça a été presque anticonstitutionnel, parce que on fonctionnait, le Parlement, ça suppose 2 chambres. Mais on fonctionnait sans deuxième chambre, puisqu'il y avait des élections en 2011 avec une majorité nouvelle, mais on a gardé une espèce de deuxième chambre, n'est-ce pas, qui est presque une espèce de vestige de l'ancienne, du temps de Abbas el-Fassi. Maintenant, je pense qu'à bon escient, Sa Majesté a voulu encore rappeler les choses et mettre les choses dans l'ordre. C'est que cette nouvelle chambre, je pense qu'elle est pas mal. Il en est content, parce qu'en plus, il y a des femmes dans cette. Il y a la CGM. La CGM, c'est un petit peu des nouveaux visages qui arrivent, des femmes qui arrivent. Et le problème, la question centrale qu'il faut poser, quelle sera un petit peu la relation entre la première et la deuxième chambre? Parce que maintenant, les pouvoirs sont renforcés au sein de la deuxième chambre. C'est un pouvoir clair, déterminé, tracé, économique en l'occurrence, comme vous avez dit à l'instant tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait allusion. Parce que nous rentrons dans une espèce de nouvelle phase qui fait que, et il a d'ailleurs souligné aussi la nécessaire complémentarité entre la première et la deuxième chambre. Non, parce que ce rappel est important, parce que la Chambre des conseillers se vont... Excusez-moi, quand je vois dans la forme du discours, c'est quand même 2 paragraphes où on insiste c'est très important d'insister, parce que sur le fonctionnement d'une institution. Ça commence à être un petit peu le maillon faible du Parlement. C'est-à-dire, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que cette Chambre ne sert finalement à rien. Elle a été... je rappelle le contexte. L'idée est très très ancienne. D'ailleurs, c'est le PPS, il est revenu récemment sur cette question-là. Et il ne faut pas oublier que cette Chambre... Le bicaméralisme, ce qu'on appelle le bicaméralisme, c'est-à-dire qu'il y a un Parlement composé de 2 chambres, parce que ce n'est pas une norme universelle que ce soit composé de 2 chambres. Il y a des pays qui fonctionnent très très bien avec une seule chambre. On en avait une en 70. Oui, exactement. Donc, de 62 à 70, on a fonctionné avec 2 chambres. Après 70, on a enlevé cette chambre. Elle est revenue en 96 dans un contexte politique très particulier. C'est-à-dire, cette deuxième chambre, le but, c'était de contrôler l'action du gouvernement et préparer une action du gouvernement de l'alternance, justement. C'était un moyen de contrôler cette action-là. Hassan II a créé cette chambre avec une particularité assez inédite, celle de disposer de motions de censure, de pouvoir de motion de censure pour faire tomber un gouvernement. C'était un moyen de contrôler le jeu politique. Maintenant, le contexte a complètement changé. On peut poser la question, à quoi sert cette deuxième chambre? Le roi l'a rappelé. Il dit parce qu'il y a des compétences, parce qu'elle est aussi le reflet d'intérêts
bien particuliers, d'intérêts territoriaux, c'est-à-dire les régions expriment aussi leurs besoins dans cette chambre, les syndicats expriment aussi leurs besoins, les entrepreneurs, etc. Maintenant, on peut dire aussi qu'il y a d'autres instances au Maroc qui jouent le même rôle. Le Conseil économique et social joue presque actuellement le même rôle, avec une composition qui n'est pas du tout différente, et avec des compétences, et avec des profils beaucoup plus intéressants que ceux actuellement qu'on a à la Chambre des conseillers. Quand on voit actuellement la Chambre des conseillers, l'élection entachée d'irrégularités, on voit que 10 personnes, c'est-à-dire presque le 10e de la Chambre des conseillers, et son nom est cité dans des affaires de fraude électorale, ça entache la crédibilité, ça entache le travail. Mais ça ne remet pas en question la légitimité de cette chambre. C'est une option. Non, C'est une non, option. C'est une option. En France, par exemple, un pays dont on inspire beaucoup, la question de la suppression du Sénat est posée depuis des années. C'est un serpent de mer et elle a été reposée récemment. Donc au Maroc, on peut se dire, mais pourquoi pas un jour, cette chambre ne doit pas disparaître. Alors je pense qu'il n'y a aucun mal à engager un débat serein sur l'utilité d'une seconde chambre, l'utilité, comme dit Abdallah Tourabi, et je suis tout à fait d'accord avec son analyse, d'un Parlement bicaméral. Nous avons dans nos gènes historiques et du parlementarisme marocain des périodes de fonctionnement de Parlement monocaméral. Ce n'était pas le triomphe de la démocratie à l'époque, mais nous sommes passés par cette étape. Maintenant, je pense que... Nous sommes tout en subtilité ce soir. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut sortir un peu. La seconde chambre est perçue dans la doctrine constitutionnelle internationale comme étant une chambre de régulation, une chambre d'apaisement et de pondération par rapport à l'impulsivité naturelle des chambres élues au suffrage universel direct. Dans tous les pays du monde, c'est le principal argument qui est mis en avant pour justifier une seconde chambre. Bon, maintenant, est-ce que cette façon de voir les choses s'applique au contexte marocain? Le débat est ouvert. Bon, on ne va pas le trancher ce soir, mais moi je voudrais m'arrêter au propos de Sa Majesté. Il y a des mots très forts. La Constitution veut que les deux chambres travaillent dans un esprit de complémentarité et d'équilibre. C'est les propos de Sa Majesté, complémentarité et équilibre. Ça veut dire qu'il y a peut-être un déficit en la matière. Que Sa Majesté parle de pondération d'objectivité et que cette Chambre doit rester à l'écart de toute considération politique. Là également, c'est une façon, avec le doigté que l'on connaît à Sa Majesté, c'est une façon d'attirer le regard sur la nécessité de mettre de l'ordre dans la maison sur cette question-là. Je ne pense pas qu'il soit d'un bon augure de contester la crédibilité de l'institution parlementaire à cause d'un certain nombre de parlementaires de la seconde chambre qui ont des choses à se reprocher. Mais il faut mettre de l'ordre et le rappel à l'ordre royal d'aujourd'hui, pour moi, est le bienvenu. Hassan Alaoui. Moi, je vais revenir en arrière par rapport à ce que Feu Hassan II, bien sûr, Sa Majesté Hassan II avait fait. Il insistait, et tu le sais très bien, sur un système bipolaire, c'est-à-dire en fait la complémentarité dans l'esprit du roi à cette époque, c'était qu'il fallait donc une chambre des représentants. On n'imaginait pas qu'on allait en venir ici, je veux dire, à cette démocratie maintenant qui est en œuvre, qui est en fonction, je veux dire, en marche. Elle n'est pas encore achevée, je le répète, mais on avance. À l'époque, le Feu Hassan II, donc, voulait deux chambres. Pourquoi? Parce que, tout simplement, une démocratie aujourd'hui, ça n'existe pas s'il n'y a pas de deux pôles qui s'équilibrent, qui se contredisent. Évidemment, on a parlé de la navette, parce que les textes vont et viennent, c'est la fameuse navette et tout. Mais Sa Majesté, aujourd'hui, a parlé de la deuxième chambre, parce que, justement, la première, elle est quasiment, je crois, idéologisée. Et je regrette qu'on ait insisté dans ce débat depuis tout à l'heure sur un petit peu, c'est comme si on était dans un cours d'université, sur j'allais dire, les principes, la doctrine, les mécanismes et tout, et on ne traite pas de l'actualité immédiate qui est justement aujourd'hui posée, c'est la fameuse liste des 26 aujourd'hui, et c'est la problématique qui nous incite à poser la question
sur la deuxième chambre. Il faudrait qu'on en parle quand même de cette fameuse liste, des mises en cause et de tout, qu'est-ce qui va se préparer, qu'est-ce qu'il y aura, et tout. Si à la vie, ça pourra faire l'objet d'une émission, à partir du moment où on aura tous les développements de cette affaire, parce que là, c'est entre les mains de la justice. Lorsqu'on aura plus d'éléments à donner là-dessus, on le fera, n'en ayez crainte. Aujourd'hui, comme vous savez, le nom de l'émission, c'est 60 minutes pour comprendre les institutions, pour que les gens puissent comprendre aussi les orientations de Sa Majesté sont importantes. Regardez, la preuve. Si on voit que Sa Majesté incite sur la Chambre des conseillers, c'est qu'il y a bien une raison. Ça peut poser le débat, en effet. Il faut le faire calmement. Voilà, sereinement. Dans le respect des institutions. Alors, pour ce qui est de le rappel royal, moi je le vois, comme l'a dit Abdallah, il a raison de le dire. C'est un rappel beaucoup plus politique qu'autre chose. Il est beaucoup plus politique que constitutionnel, parce qu'il y a des voix actuellement qui le disent clairement, et ils sont dans leur droit de le dire. Ils ne sont pas d'accord avec l'existence de la deuxième chambre. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir une deuxième chambre au Maroc ou pas? Dans les systèmes constitutionnels, dans le monde entier, la présence de la deuxième chambre est d'abord historique, avant d'être technique ou politique. Elle est d'abord historique. C'est des faits historiques qui font qu'il fallait une deuxième chambre. Maintenant, il y a pas mal de démocraties qui fonctionnent très bien avec une seule chambre, et je citerai, sans que je sois mal compris, la Suède qui nous fait des misères. Merci avec de prendre ce... une seule, d'accord, une seule chambre. Très bien. Maintenant, la deuxième chambre. Il a parlé de compétences, il a parlé d'expertise. Rappelons que la chambre est constituée à 75% de représentants des communes et des régions. Moi, je ne crois pas que dans les 60% de représentants des communes, on puisse dégager une certaine expertise sur une question économique, sur une question technique, sur une question... Parce que c'est ça l'essence de la deuxième chambre, c'est de parler de choses techniques. Les syndicats sont là, ils peuvent défendre le dossier. Professionnels, la CGE... Ils sont là, oui, ça oui. Absolument. Mais 75% de représentation territoriale, c'est beaucoup plus une chambre qui offre une voie d'accès au Parlement pour que les régions peuvent toucher la première chambre. La complémentarité et l'équilibre doivent être là. Ça veut dire que les élus qui viennent des territoires même de la Chambre des conseillers doivent avoir accès à des parlementaires qui prennent des lois, qui sont dans la première chambre. Le problème, c'est qu'il y a pratiquement un mur entre les deux. Troisième chose, quand il a dit, on leur a dit qu'il ne doit pas prendre, qu'il ne devrait pas y avoir de considération politique, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je vois mal une majorité menée par l'Istiqlal ou une majorité dans la première chambre menée par le PJD voter pour une loi et la même sensibilité politique voter contre au sein du Conseil, au sein de la Chambre des conseillers. D'accord? Il y aura toujours des sensibilités politiques qui vont se manifester dans la deuxième chambre, et c'est légitime parce qu'il y a une certaine discipline partisane qui doit régner. Il y a une certaine cohérence. C'est pas ça qui est en cause. Il y a une certaine cohérence. D'accord? Maintenant, si le roi vise par son discours les alliances qui peuvent avoir lieu ou des considérations partisanes, ça veut dire qu'on se bat sur le plan politique et on oublie l'essentiel, je suis d'accord. Parce que généralement, c'est la lecture que je fais personnellement. C'est la lecture que je fais. Je ne pense pas que Sa Majesté va dire que les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas faire de politique. Ça tombe sous le sens. Le message est de dépasser le clivage politique. Je pense que l'allusion est adressée à ceux qui seraient tentés d'introduire des éléments de règlement de compte politique, alors que l'objectif est d'être une chambre complémentaire à la première chambre. Je pense que c'est de cela qu'il est question. Mais je pense aussi que c'est la nature de l'exercice politique et de l'exercice parlementaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger des gens qui sont dans l'opposition à être d'accord avec le gouvernement et voilà, enfin, dire acquiescer à chaque fois qu'il y a... Ils ont le droit d'être d'accord ou en désaccord. Exactement. Même si la loi est parfaite. Même si la loi est parfaite. Mais moi, pour en rester aux propos royaux, je veux dire, il y a quand même un éclairage qui est subtil. C'est que toutes les critiques adressées, en fait, par le souverain, c'est qu'elles s'adressaient à la première chambre, n'est-ce pas? Et puis finalement, quand il a parlé de la deuxième chambre, il n'a jamais, osé critiquer quoi que ce soit, parce que tout simplement, il voit un petit peu la valeur, si vous voulez, d'efficacité de la deuxième chambre. C'est-à-dire l'efficacité économique, tout simplement. N'est-ce pas? Si on veut résumer.
Par contre, on sait très bien, on sent que quand il a dit les politiques partisanes, un peu les chicaneries, tout ça, ça s'adresse à la première chambre où souvent le débat est bloqué parce que, tout simplement, il faudra vraiment des montagnes de discussions pour arriver à un consensus à la première chambre. Et on le voit, on l'a vécu. Et moi, je pense que c'est un clin d'œil, là aussi, très subtil et pédagogique. Alors, revenons. Alors, bon, on a bien parlé de la Chambre des conseillers, la j'avais parlé de région la qui Cour est dedans. constitutionnelle. Il y a la région qui arrive. Pardon? La Cour constitutionnelle. Oui. Alors, quid de l'élection des membres de La la Cour constitutionnelle doit être installée dans la configuration prévue par la Constitution de 2011. Elle a été en situation transitoire, mais maintenant que la Chambre des conseillers est élue, nous sommes dans une configuration qui devrait pouvoir faire accélérer le processus de nomination des 12 membres de la Cour constitutionnelle. La loi organique concernant la Cour constitutionnelle a été adoptée, donc le Conseil constitutionnel, ancienne version, est en train de vivre ces dernières semaines, je pense. Et Qu'est-ce qui va changer dans ces prérogatives? il s'agit Du d'abord Conseil constitutionnel. de faire en sorte, il s'agit de faire en sorte que c'est l'essentiel des prérogatives de l'ancien Conseil constitutionnel est maintenu, avec une configuration qui permet au Conseil constitutionnel de s'impliquer davantage dans le fonctionnement du Parlement et apporter son regard d'expert en la matière. Maintenant, toute la question concerne l'allusion faite par Sa Majesté à la nécessité pour le Parlement d'accomplir son travail, parce que les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour moitié par le roi et pour moitié par les deux chambres du Parlement. Ils sont 12. Les parlementaires doivent élire 3 à la Chambre des conseillers et 3 à la Chambre des représentants. Et les 6 autres étant nommés par le roi nommant le président parmi les membres du Conseil de la Cour constitutionnelle, qui peuvent être ceux qui ont été choisis et désignés institut personné par lui, ou éventuellement, même, il peut choisir le président parmi les 6 membres élus par le Parlement. Mais il a tensé les parlementaires de faire leur travail maintenant, et il devrait faire le sien aussitôt après. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord ici sur l'importance de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire c'est une sorte d'interprète du texte constitutionnel. Quand on parle, depuis 2011, on parle d'application des dispositions de la Constitution. La Cour constitutionnelle est un maillon essentiel dans cette interprétation. C'est-à-dire quand on voit des expériences des autres pays, notamment les États-Unis, où il y a une Cour constitutionnelle qui est très très forte, et c'est elle qui interprète le texte constitutionnel, et c'est elle qui produit une jurisprudence d'une grande importance et d'une qualité extraordinaire. La même chose aussi en France. Donc maintenant, la chose qui attend la Cour constitutionnelle, c'est ce niveau-là. Interpréter davantage le texte constitutionnel, produire des avis. Et là aussi, c'est la question qui va revenir de la saisine de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça va permettre d'élargir le champ à d'autres personnes? Surtout depuis l'exception d'inconstitutionnalité qui figure dans la nouvelle Constitution. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est-à-dire donner la possibilité, beaucoup plus, aussi à la société civile, aux gens, de saisir le Conseil constitutionnel sur certaines questions. Ça aussi, c'est une question qui est très importante et qu'il faut prendre en considération. Très, très, très. Je crois que les prérogatives du Conseil constitutionnel sont claires dans la Constitution. Et encore une fois, je rappelle que le retard de la mise en place du Conseil constitutionnel est dû justement à l'absence de la deuxième chambre. Donc il a fallu attendre jusqu'à qu'on termine les élections communales, régionales et qu'on termine les élections de la deuxième chambre pour choisir justement les 3 personnes, les 3 juges constitutionnels qui doivent siéger dans le Conseil. Quant aux prérogatives, elles sont claires dans la Constitution et je crois que c'est le premier travail que le Parlement doit faire. Parce que c'est une institution garde-fou. Et c'est à elle que revient Qui est en amont. d'analyser la constitutionnalité de toutes les lois qui sortent du Parlement. Donc elle doit être là avant tout autre travail. Obligé avant que toutes les lois organiques sortent. Avant tout autre travail, même avant la loi de finances. Il ne s'agit pas d'observer et d'examiner la constitutionnalité de toutes les lois. Certaines lois, lorsqu'elles sont soumises par une fraction des députés ou une fraction des conseillers, ou par le chef du gouvernement, ou par le roi lui-même. Donc elle doit être mise en place bien avant
qu'on commence le processus législatif. Je suis d'accord. Alors j'ai quelques tweets, je vais vous les lire, ça va nous faire revenir à une notion de responsabilisation des élus et aussi la prise en considération des nouvelles données en termes par rapport aux électeurs, par rapport à la conscience politique des électeurs. J'ai un tweet qui nous dit le roi a souligné la maturité des Marocains à l'égard des élections, une évolution exceptionnelle à méditer par les politiques. C'est un appel que fait Sa Majesté. Vous pensez que bravo aujourd'hui les pour politiques celui qui a Tout à envoyé fait, ce... c'est pertinent. C'est très juste. Parce Je suis qu'avant, il y entièrement avait, d'accord avec quand lui. même, on souffrait jusqu'ici d'une espèce de désaffection politique des gens, des jeunes en l'occurrence, à l'égard de la classe politique. Mais aujourd'hui, je crois que le vote a démontré une espèce de maturité politique à laquelle donc, se réfère Sa Majesté. Et c'est clair pour nous, c'est une étape importante, significative. Elle arrive justement à un moment où il faut maintenant parler aussi donc, des problèmes Le vote de a été l'argent. largement politique cette fois-ci. C'est Largement plus politique Le 4 que septembre, d'habitude. c'est une journée politique. Hein. Tout à fait. Et j'ajouterai, cela conforte les propos de Sa Majesté, que le taux de participation était l'un des plus élevés. Nous sommes encore à peu près à la moitié du corps électoral. C'est pas suffisant. On peut faire mieux, mais nous sommes passés par des périodes de 30%. Alors, on a tourné cette page. fais vite, si vous permettez. L'allusion donc aux populations du Sahara, elle est très significative en ce sens que il fallait quand même qu'il fasse aussi cette mise au point, c'est que les populations du Sahara, n'est-ce pas, leur implication dans l'exercice démocratique. Leur implication, parce que c'est l'allusion aussi donc à l'histoire, si vous voulez, de ce qui se passe en Suède. C'est Sahraouis beaucoup de réfugiés, en l'occurrence, qui obtiennent la nationalité, qui obtiennent, gain de cause, qui s'installent avec des papiers et tout, et qui font un petit peu c'est le contrepoids de ce que nous faisons un petit peu sur nos territoires du Sud. Alors j'ai un tweet qui est intéressant, qui nous demande, peut-on prédire les résultats des élections législatives qui approchent à travers les résultats des élections des membres de la Chambre des conseillers? C'est des choses complètement déconnantes. Non, mais c'est pas Non, bien sûr. Enfin, Ça donne une idée, mais c'est pas automatique. Non, bien sûr. Enfin, non. Il est très très difficile d'en parler maintenant. Il est très très difficile d'en parler. Bien sûr. Enfin, il y a des scénarios qui se profilent, mais absolument pas. Enfin, mais pas à la lumière des élections qui viennent de. Ça ne. Bon, On sait on au aura moins les peut-être- forces politiques, comment elles se préparent, hein, et surtout, en l'occurrence, hein, le parti majoritaire. Alors, il nous reste à peu près 3 minutes. Je vais juste faire un tour de table rapide pour, après tout ce qu'on a vu, vous voyez, on a essayé de comprendre les institutions. On a eu votre lecture des différentes orientations qui ont été données dans le discours royal. Le titre de l'émission et la question qu'on a posée, c'était mise au point et rappel à l'ordre. Finalement, après qu'on ait fait toutes ces explications, je vais passer la parole à Khalid, quand même, pour qu'on... voilà, à quoi on va s'attendre? L'exercice va être difficile, on a bien compris que ça allait être compliqué, mais quelle perspective Je ne peux pas vous dire quelque chose. Tout ce que je peux assurer, c'est que le gouvernement n'aura pas seulement à adopter les lois organiques. Il s'est engagé sur des réformes très importantes. Il y a la compensation, il y a les retraites, il y a le code pénal. C'est pas parce que le roi a énuméré disons des priorités qui sont constitutionnelles avec un délai constitutionnel comme le Sénat Que les autres n'existent pas. Voilà. Vous avez raison. Il faut qu'il travaille parallèlement sur des dossiers économiques sur lesquels il y a des attentes. Parce que le commun des mortels ne comprend pas les lois organiques. Je vais dans le même sens parce que je m'appelle Khalid moi aussi. J'abonde dans votre sens, Setelski. Nous avons besoin que le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Il y a des projets de loi, des dossiers majeurs qui sont sur la table, que le gouvernement a eu le courage de prendre à bras le corps. Je pense notamment au dossier des retraites, qui doivent être traités également dans le consensus. Moi, j'y tiens beaucoup. Et idem pour la question de la caisse de compensation. On va Ça parler fait partie des gros dossiers complexes, mais dont il faut prendre à bras le corps. Moi, en tant que journaliste, j'attends toujours le code de la presse. Qui va sortir en fin Non, d'année. J'attends toujours le droit à l'information. J'y ai travaillé lorsque Il j'officiais nous au reste ministère quelques de la minutes, Communication. quelques secondes. En tout cas, pour les gens qui s'intéressent à la vie politique, ça va être une année qui sera très passionnante. C'est parce que voilà, il y a toutes ces lois qu'il faut adopter. Deuxième chose, parce qu'on arrive avec une configuration complètement différente, avec des dissensions qui sont très importantes, à la fois au sein du gouvernement,
la majorité et au sein de l'opposition. Troisième chose, c'est que tout le monde aura la tête et les esprits orientés vers les élections de 2016. Donc on aura une année très passionnante pour les gens qui s'intéressent à la vie politique. D'autant plus que, je le rappelle, puisque je souhaitais en parler, dans quelques jours, nous allons fêter le 40e anniversaire de la décision de la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, le 15 octobre, il y a 40 ans. Et très important, fait très important et significatif, c'est que le lendemain, Feu Sa Majesté Hassan II a prononcé le grand discours qui annonçait la marche verte. Et je pense que dans l'esprit de Sa Majesté, si on n'en a pas parlé beaucoup, c'est que peut-être au 6 novembre, il va faire un discours portant justement sur cet événement important qui est le 40e anniversaire de l'affaire du Sahara. Merci Hassan Alaoui, ça sera le dernier mot. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce dernier 60 minutes pour comprendre de la semaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. Si vous nous avez pris en route, ne ratez pas la rediffusion. Le best-of dimanche 19h40. Excellente soirée, à lundi.